Briel, elle est directrice de la responsabilité sociale des entreprises. Madame Ikram, voilà, elle arrive. Je voudrais inviter aussi Monsieur Hussein Hannash, secrétaire général de l'association Ma Wanama. Et je garde à mes côtés une autre jeune fille qui va briller aujourd'hui, Sheima Lattar. تفضلي. مرحبا سيدي. تفضلي. Donc, nous avons essayé de découvrir la plateforme Titrit au fur et à mesure durant cette cérémonie, mais on se demande tous quelle en est la valeur ajoutée. On voit des plateformes qui naissent tous les jours, mais pourquoi Titrit aurait une valeur ajoutée? Donc, comme on l'a appris tous cet après-midi, c'est une plateforme numérique inclusive qui vise à embarquer 50 000 jeunes filles dans la science et la technologie. 50 000, ce n'est pas un chiffre anodin, et bien sûr il y a du travail derrière, et il va y avoir beaucoup de travail après aussi, et pour toutes les raisons évoquées dans le premier panel, préparer les générations de filles à embrasser des carrières dans les STEM, l'offre de l'accompagnement concerne aussi les compétences techniques et offre aussi des formations en soft skills nécessaires pour le marché du travail de demain. Donc Titrit s'y prête aujourd'hui. Et je vais poser la première question à vous, Madame Briel. Vous qui êtes directrice RSE, donc quel est l'apport du secteur privé pour que ce genre d'initiative voit le jour, pour qu'on arrive à atteindre ces objectifs dont on a parlé depuis tout à l'heure et que les femmes se dirigent de plus en plus vers les métiers de la technologie? Bonsoir, je voudrais d'abord vous dire que je suis vraiment très très heureuse. Merci Enzaha et à l'équipe de m'avoir fait partager ce magnifique projet et de vivre avec vous ces moments. Pour le secteur privé, aujourd'hui, il est absolument incontestable. On constate qu'il est absolument indispensable de s'impliquer, de s'engager dans tout ce qui peut faire avancer notre société, bien entendu. De plus en plus d'entreprises privées, quelle que soit leur taille, mettent en place des politiques RSE justement pour pouvoir contribuer à faire avancer la société et à développer donc le pays. Et on ne peut pas faire avancer la société et développer le pays, bien entendu, si on laisse la moitié de l'humanité, donc la moitié de la société sur le côté. Et donc, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour encourager les jeunes filles à poursuivre leurs études, à se diriger vers des métiers qui sont des métiers à forte valeur ajoutée et des métiers d'avenir, à aller chercher aussi des jeunes filles, puisque si on rentre un peu plus dans les détails, je partagerai avec vous tous les projets auxquels j'ai eu l'opportunité d'accéder ou que j'ai mis en place dans les différentes entreprises du secteur privé avec lesquelles j'ai collaboré, dans lesquelles j'ai travaillé, d'aller aussi peut-être chercher des jeunes filles, ce qu'on appelle aujourd'hui les NEET, celles qui ont abandonné leurs études et qu'on peut récupérer à travers des formations dans ces secteurs IT en particulier, pour leur redonner une chance et leur permettre d'accéder à la vie professionnelle, à un revenu décent et à un avenir professionnel. C'est devenu aujourd'hui une obligation, bien sûr, Absolument. pour toutes les sociétés pour pouvoir contribuer au développement du pays. Je me dirigerai vers vous, Monsieur El Hannash. Je prononce bien votre nom, au moins. Neige, ok. Alors, vous, en tant qu'association, donc, comment vous faites pour aider cette machine à rouler là? Tout le monde parle technologie, tout le monde parle aujourd'hui ces métiers, ces métiers de l'avenir qui remplacent aujourd'hui beaucoup d'autres métiers. On dit qu'il y a des métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont les remplacer. Donc, et aujourd'hui, vous, dans votre association, comment vous travaillez pour pousser les filles à penser à ce genre de métier? D'accord. D'abord, je remercie
l'association STEM pour l'invitation et pour tout le travail qu'on fait ensemble. Je tiens aussi à exprimer mes vifs intérêts de lancer ce projet-là dans cet espace de l'UNESCO. C'est un espace dans beaucoup de signes de la science, de l'éducation, de la culture et aussi de réseautage, d'innovation et ainsi de suite. Je pense que plusieurs dimensions sont ici. Si vous permettez, d'abord, je donne un bref aperçu sur notre association. Ce qu'il fait, c'est quoi? L'association Ma'Wanama, Eau et Développement, c'est une association nationale qui travaille dans les 4 coins du Maroc pour améliorer le taux d'accès de la population rurale à l'eau potable. Ça, c'est notre objectif ultime. On a une stratégie, on a des valeurs, on a une vision. Et je peux dire que nous ne sommes pas les seuls dans ce domaine-là, mais je pense que l'excellence du travail qu'on fait d'une manière bien cadrée, institutionnalisée, ça va permettre d'aller beaucoup loin dans ce sens-là. L'idée, quelle relation entre Ma'Wanama et STEM, je pense que ça peut être une longue histoire parce que Madame El-Gharissi, c'est aussi, on la considère au sein de l'association comme acteur, une personne active dans l'association, par son partage, son implication et tout ça. Donc, l'association Ma'Wanama a jusqu'à aujourd'hui, son association, on peut dire 2 ans et demi, presque jeune, mais elle a fait un excellent travail. On a presque contribué à l'amélioration, comme je l'ai dit, taux d'accès à l'eau potable à plusieurs communes dans le milieu rural. Et comme vous le savez, la question de la corvée d'eau, c'est une perte, c'est un budgeton que la femme, essentiellement, et aussi les filles, ce fardeau de chercher de l'eau aussi, ça pose un problème. Donc, ce budgeton, nous, on essaye d'assurer une bonne allocation de ce budget-là pour autre chose, c'est parmi les objectifs ultimes de notre association. Jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que presque 140 projets qu'on a pu effectuer au niveau du territoire national. Mais l'idée principale, c'est la question de comment cette relation entre Ma'Wanama et l'accès. J'ai dit que l'association a 2 composantes, l'eau, c'est la vie, mais aussi il y a le développement. Et le développement dans ses différentes dimensions. Et quand on dit le développement, on dit le capital humain. Le capital humain avec ses aspects transverses et verticaux. Les transverses, tout ce qui est la dimension genre, la dimension territoriale, la dimension sociale, et aussi tout ce qui est vertical et sectoriel dans plusieurs domaines. Donc, vu notre expérience sur le terrain, on a pu constater que le changement, c'est une question de local. Et donc, bien qu'il y ait des politiques nationales qui contribuent à pas mal d'initiatives de développement, mais le but et le fruit de ce changement, on le voit sur le local. Donc, notre expérience nous a permis de décrocher certaines locomotives de développement et de changement. Et pour cette raison, on a, sur les 140 projets, ça veut dire les 140 douars, on a pu constater qu'il y a des moteurs ou des locomotives de changement sur essentiellement, je pense, 3 sites qu'on a choisis. Le programme a été lancé dans la province de Boulmen et la province de Haouz, et essentiellement la commune de Zraqtan. Et je pense, Ikram, que vous avez vu, c'est de Boulmen. C'est une fille de Boulmen. Et vraiment, c'est une fille, on voit que ses yeux brillent, de l'intelligence, de l'épanouissement, de l'ouverture. Et dans ce sens-là, je pense la contribution au niveau national, ça commence de local. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de problèmes en termes de l'activité. Vous le savez bien qu'au Maroc, on a une femme sur 5 qui est active. Et quand je dis active, ça veut dire soit il cherche d'emploi, soit il est actif occupé. Donc la situation est alarmante, vue et en comparaison avec pas mal de pays similaires comparables, des taux qui dépassent 70%, 45%. Le Maroc, il est dans une situation, je peux dire, alarmante. Et je pense que ce genre d'initiative, ça va permettre de débloquer et contribuer à améliorer le taux d'activité. Et aussi, comme a dit madame, la question aussi qui pose un grand problème,
la question des NEET. Les NEET, c'est not in employment, not in education, not in training. C'est-à-dire, au Maroc, on a 1,7 million de jeunes entre 15 ans et 24 ans qui sont des NEET. Ça veut dire, pour moi, c'est une bombe. C'est une bombe si on n'arrive pas à lancer ce genre d'initiative, à lancer soit pour cette catégorie ou pour les catégories éduquées déjà dans le système scolaire. Mais je pense que ce genre d'initiative nécessite vraiment un appui et je félicite beaucoup Mme Lgrissi pour tout le travail qui est fait dans ce cadre-là. Merci. Merci beaucoup, Sil Hossein El Hennache. Je reviendrai vers vous tout à l'heure avec une autre question qui m'est passée par la tête là. Mais avant, je voudrais donner la parole aussi. Mais vous avez dit des chiffres très alarmants. Une femme sur 7, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Sur 5. 27, voilà. 20% le taux d'activité au Maroc. Et il est en régression, oui. C'est ça le problème. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais je voudrais aussi donner la parole à Sheima, ici présente, qui représente l'avenir. Donc, voilà, tout ce travail qui a été fait par Nezha, par ISTEM Morocco, par tous les acteurs dans le domaine, c'est pour préparer ces jeunes filles au Maroc de demain. Donc, pour que demain, on n'entende plus parler de problèmes d'employabilité des femmes ou ce genre de problèmes. Sheima, en français. Alors, Sheima, comment tu vois, toi, l'avenir? Tu as un peu écouté les intervenants, tu as écouté les personnes qui sont passées dans le panel précédent. Le Maroc de demain, toi, comment tu le vois? Je me permets de te tutoyer. Je vois le Maroc en avenir, qu'il va être parmi, peut-être, ou j'espère qu'il sera parmi les pays les plus avancés dans le domaine de technologie. Seulement la technologie? Tous les domaines? Oui, est-ce que tu penses que les jeunes filles de ton âge, quand elles vont bénéficier de ce genre de programme, est-ce que tu penses qu'elles auront plus de chances à réaliser tout ça, à aller vers l'avant, à ne pas subir les mêmes, les mêmes obstacles que les générations précédentes? Tu penses que tu as plus de possibilités, plus de, de marge de rêve devant toi? Oui, parce que, comme on voit, longtemps, il n'y avait pas l'accessibilité à l'Internet, peut-être, le web et tout ça. Et ça aide d'avoir accès à Internet, il ne suffit pas d'avoir accès à Internet, mais de savoir manipuler et des fois de savoir créer sur Internet. Et c'est un peu le but de tout ce qui se fait aujourd'hui et de travailler avec. Est-ce que tu penses que en ayant cet accès dont tu parles, en maîtrisant ces outils, en allant vers des métiers de technologie, on pourra avancer plus facilement? Oui, et de plus, il y a plus d'écoles de développement de programmation et de robotique. Du coup, il y a plus de chances pour les filles de développer ce domaine. Leurs compétences dans ce domaine. Oui. Toi aussi, je vais revenir vers toi tout à l'heure, mais là, je me dirige encore une fois vers vous, Madame Briel. Donc, le but de ce panel, c'est de parler des solutions. Comment on peut réaliser tout ce qui a été dit dans le panel précédent, tout ce qui a été la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Donc, à votre niveau, qu'est-ce qui se fait pour pouvoir arriver à pousser les filles et les femmes vers ce genre de métier? Alors, mon intervention, là, vraiment va être sous forme de partage de choses que j'ai eu l'opportunité de mettre en place, mais je voudrais vraiment insister sur ce que vient de dire monsieur, sur le fait que le taux d'activité des femmes et des jeunes filles est très bas au Maroc et qu'il est en régression sur ces dernières années, ce qui n'est pas normal parce que vu tout l'investissement qui est fait au niveau de l'éducation, qu'elle soit publique ou privée, on ne devrait pas en être là. Et en plus, quand on regarde les chiffres, on a un pourcentage de bachelières plus élevé que de bacheliers. Quand on va vers les écoles d'ingénieurs, on a un pourcentage de filles diplômées plus important que de garçons diplômés.
Et donc le fait qu'on ait cette régression au niveau de l'activité des femmes est effectivement quelque chose d'assez qui nous interpelle et en tout cas pour lequel on doit réagir. Alors, compte tenu de tout ça, effectivement, l'entreprise aujourd'hui, privée, quelle que soit sa taille, ne peut pas rester sans agir. La majorité des entreprises, comme j'ai dit aujourd'hui, en tout cas un nombre important d'entreprises s'engagent de plus en plus vers des politiques RSE. Les politiques RSE, donc de responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, sont basées la majorité du temps sur les ODD, les objectifs, les fameux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies qui donc a tracé la feuille de route. Et dans cette feuille de route des Nations Unies et dans ces 17 objectifs, il y a l'objectif numéro 4 qui est en relation avec l'éducation, le 5 avec l'égalité entre les sexes, le 10 qui est un objectif de réduction des inégalités et le 17 des partenariats. Donc c'est un petit peu ça. Dans le groupe où je suis aujourd'hui et dans les groupes dans lesquels j'ai opéré précédemment, c'est un peu ces 4 éléments-là qui sont les piliers de ce que nous mettons en place. Alors, pour le dire très concrètement et partager avec vous des expériences que l'entreprise privée, quelle que soit sa taille et quels que soient les budgets qu'elle peut consacrer à ces sujets-là, et parfois, il y a des actions qui ne demandent pas des budgets très importants, parce que souvent, quand on parle de RSE dans le secteur privé, on nous dit c'est des investissements, c'est des gros budgets, etc. Effectivement, il y a des actions qui demandent des gros budgets, il y en a qui demandent des budgets vraiment minimes, voire pas de budget du tout. Alors, je les ai un peu notés en vrac. Aujourd'hui, par exemple, nous finançons à travers une association en particulier, des bourses pour des étudiants méritants, donc des bacheliers qui ont d'excellentes notes, mais qui sont issus soit d'orphelinats, soit de milieux très défavorisés, et qui, si, comme la jeune Ekram qu'on a vue tout à l'heure, s'il n'y avait pas cette société civile qui encourageait, qui finançait, ne pourraient absolument pas avoir accès aux études. C'est quand même un des premiers freins, quoi qu'on dise. L'accès aux études est souvent limité par les moyens financiers. Donc nous finançons des bourses et nous suivons les jeunes que nous finançons. Alors on donne la priorité toujours et un pourcentage plus élevé aux jeunes filles pour justement aider à contrebalancer un petit peu le fait qu'elles aient moins l'accès à l'école et aux études supérieures. Ça c'est dans le supérieur. Dans les tranches d'âge les plus jeunes, nous finançons aussi la réhabilitation de classes dans le préscolaire pour justement permettre à des toutes petites filles de pouvoir aller à l'école maternelle et d'avoir accès à l'école le plus tôt possible, sachant que toutes les études sur lesquelles on s'est basé pour nous engager dans ces projets-là nous montrent que plus tôt l'enfant est scolarisé, plus il a de chances d'aller loin dans les études. Et donc on fait cet effort-là et on cherche à aussi attirer des petites filles dans ces classes de préscolaire. Aujourd'hui, nous avons aussi un rôle de réseautage qui est fondamental. Je suis dans un groupe qui est dans des sociétés de services. Ça veut dire que nous avons des centaines, en tant qu'entreprise, nous avons des centaines de clients, nous avons des fournisseurs, nous avons des partenaires. Et mettre tout simplement à la disposition d'étudiants qui cherchent un stage et puis ensuite à être insérés en entreprise, surtout les étudiants et les étudiantes qui viennent de milieux défavorisés ou de milieux dans le rural dans lequel leur famille et leur entourage n'a pas de relation dans l'entreprise, permet à ces jeunes filles d'avoir une chance d'accéder à l'entreprise, d'accéder à l'emploi et de pouvoir effectivement faire une carrière. Nous proposons également, quand nous devons développer, nous sommes dans le service, mais nous avons des activités informatiques, des départements informatiques qui développent beaucoup d'applicatifs et ça bouge beaucoup dans ce domaine-là. Nous organisons par exemple aussi des concours à destination d'écoles d'ingénieurs pour permettre à des jeunes filles, sous forme de hackathon ou d'autres formes de projets, pour permettre à des jeunes filles de se challenger et de proposer des solutions, de proposer des idées. Et ça les encourage aussi à briller, à oser et à se faire repérer effectivement pour, une fois diplômés, pouvoir accéder plus facilement à l'emploi. Nous
nous offrons aussi à travers des cadres bénévoles du mentorat. Le mentorat est quelque chose de réellement précieux. Quand une jeune femme ou une femme plus âgée, qui est en entreprise, qui a une carrière, qui est peut-être aussi issue d'un milieu défavorisé à la base et qui montre comment elle a réussi, qu'est-ce qu'elle a fait pour réussir, qui partage sa fierté des actions qu'elle mène et des projets, etc., eh bien, le rôle modèle, il est hyper important. Et ça donne espoir aussi à la jeune fille qui est en devenir pour y croire, une future, et pour se battre. Voilà, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui du concept de sponsorship, je pense, plus que mentorat, surtout dans ce domaine. Oui, alors ça dépend. On fait les deux parce que le mentorat, c'est vraiment une aide psychologique, une aide sur le savoir-être, une aide sur comment développer son réseau, etc. Et ensuite, on peut effectivement, en sponsorisant la jeune fille vers des clients ou vers notre réseau, la pousser un petit peu plus. Et puis, on essaye vraiment d'intégrer dans toutes les actions qu'on fait le sujet inclusion, et inclusion des jeunes filles en particulier. Je pense à un exemple. Le Maroc organise depuis quelques années la Global Money Week, donc c'est une semaine, c'est un mois même aujourd'hui, de l'éducation financière d'entreprises, de banques, d'entreprises financières, d'assurance, etc. Et avant, les actions étaient destinées uniquement à faire de l'éducation financière de base. Depuis 2-3 ans, et on a été un peu initiateur, on a rajouté un module sur l'inclusion financière des femmes, comment les inclure, pourquoi c'est important qu'elles aient cette autonomie financière, etc. Voilà, donc il y a plein d'exemples comme ça qui sont assez simples ou plus complexes, mais qu'on peut démultiplier, il n'y a pas de limite. Mais justement, donc c'est un effort fourni au quotidien, je pense, mais qui ne cache pas cette réalité dont nous a parlé M. El Hennesh, qui est de 1% une femme sur 5, c'est ça, seulement est active. Donc avoir tout ce travail qui se fait, on se demande comment. Est-ce que vous, Sil Hennesh, en tant qu'association, quand vous allez dans les villages, quand vous allez, vous avez parlé du travail local, est-ce qu'il y a une réceptivité? Pourquoi est-ce qu'on a ces chiffres, puisque tout ce travail est fourni de cette manière? Donc, pourquoi est-ce qu'on parle toujours des chiffres alarmants chez nous, au Maroc? D'accord, je pense que c'est notre réalité. On ne peut pas cacher la situation. Effectivement, d'une année à l'autre, il y a plusieurs facteurs. Il y a des études et des recherches qui ont bien expliqué les déterminants de la baisse ou la régression de taux d'activité au Maroc. Sont d'ordre culturel, d'ordre économique, social. On peut citer plusieurs études scientifiques et économétriques qui déterminent les facteurs qui impactent le niveau. Mais je pense que nous, on doit se lancer dans la perspective d'améliorer, de changer la tendance. Je pense aujourd'hui, le Maroc dispose d'une stratégie nationale de l'emploi. Parmi ses objectifs, c'est de changer la tendance de taux d'activité. Malheureusement, la situation est toujours... on est dans le statu quo, comme je l'ai dit. Mais pour rester en liaison avec notre association, comme il y a un livre, l'intitulé de ce livre, on dit « Le changement ici et maintenant ». Donc la notion de local, de territorial, le territoire, c'est déterminant dans le changement. Donc parmi ces actions de STEAM, ça contribue dans le sens, mais ça contribue avec une manière plus efficace. Nous, en tant qu'association, notre rôle, c'est comment assurer un bon ciblage de la population pour assurer ce genre de population qui va bénéficier de ce projet-là, de cette plateforme. Donc oui, on sait bien que le Maroc, il est plein, là où, comme on dit en dialectique, il y a beaucoup d'espaces qu'on peut creuser et assurer le changement, mais le problème c'est comment identifier, c'est ça le défi, comment identifier les porteurs de projets, les porteurs de changement pour réussir ce type de projet. C'est ça le grand défi. Comme je l'ai dit, on a parcouru l'ensemble des douars et des communes, mais pour nous, les facteurs de réussite pour ce genre de projet, on a identifié uniquement
3 localités ou 3 douars. C'est quand même nécessite beaucoup de recherche, nécessite beaucoup de questionnement. Pourquoi? Donc, notre rôle en tant qu'association, c'est comment travailler en partenariat avec Estime dans le cadre d'identifier la population cible et d'assurer les facteurs de réussite de ce type de changement. C'est ça, il y a plusieurs initiatives au niveau national, mais en termes d'impact, de suivi, d'évaluation, parfois on n'atteint pas les objectifs et les résultats escomptés. C'est ça, mais notre rôle en tant qu'association, c'est nous, c'est un engagement avec Estime, qu'on va, dans le cadre de notre suivi évaluation des projets, il y aura on va rendre compte sur le degré d'amélioration de la situation. Et donc, pourquoi? Parce que pour nous, en tant qu'association, on sait bien qu'aujourd'hui, la dimension de développement ou la dimension de l'éducation en général, ça ne se limite pas uniquement aux questions de la lecture, l'écriture et le calcul. Aujourd'hui, il y a une autre dimension, je peux dire digitale, qui est un facteur déterminant dans le nouvelle ère de l'avenir et de futur. Et c'est pour cette raison, ce n'est plus un luxe. Ça devenait vraiment un facteur déterminant dans le développement. C'est ça ce que je... D'ailleurs, exactement, oui. Ça devient dangereux. Alors, je reviens vers toi. Tout ce qui a été dit, tu as assisté à cette cérémonie, la naissance de ce bébé de ISTEM Morocco qui est Titrit. Qu'est-ce que tu en penses, Titrit? Titrit, c'est une plateforme numérique qui vise à encourager la fille à poursuivre une carrière de technologie et de sciences. D'accord. Est-ce que tu trouves que les filles s'intéressent plus que les garçons à la technologie ou moins? Toi, dans ton entourage, tes copines, vous vous intéressez à la technologie comme les garçons ou pour toi c'est pareil? La plupart, c'est les garçons qui se dirigent vers ce domaine, mais il y a des filles qui se dirigent aussi. Par exemple, toi, qu'est-ce que tu voudrais devenir plus tard? Quel genre d'études tu voudrais entamer? Je voudrais être architecte d'intérieur, mais je veux bien ajouter une touche de technologie. Du coup, peut-être créer un logiciel d'architecture d'intérieur où on peut créer des designs d'intérieur des maisons. Et voilà, tout est dit parce que tout est dans la création justement et pour que le monde évolue et puisse aller vers l'avant, donc il faut toujours créer et l'outil informatique et la technologie donne bien cette possibilité. Il faudrait aussi la maîtriser. Si nos filles la maîtrisent autant que les garçons, nous aurons gagné plusieurs années vers l'avant, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions.